Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Chaque jeune fille a un potentiel, certaines le savent, d'autres non. L'importance du rôle de la femme dans le développement de nos communautés et de notre pays étant de plus en plus mise en exergue ces dernières années, préparer une nouvelle génération de jeunes filles épanouies, réfléchies et engagées dans une vie plus productive et citoyenne devient un impératif. Pour en parler, je suis avec trois jeunes dames qui sont des femmes ambitieuses, je le dis. Elles nous parleront de leur expérience, échanges et réussites. Elles nous parleront aussi de leurs peurs, de leurs échecs et de leur désir de faire la différence afin d'inspirer d'autres jeunes filles capables d'impacter le Togo. À leur côté, vous découvrirez un homme engagé aussi dans la promotion du leadership féminin. Aujourd'hui, dans Podium Reportage, une jeune femme assez particulière se prononcera sur la question de l'importance de la promotion du leadership de la jeune fille. Mais pour l'instant, Gloria Nyavedji nous présente les invités du jour. On regarde. Aujourd'hui, Pélagie est avec Nadia Anhoun. Elle est juriste d'affaires, ingénieure qualité et CEO de l'espace juridique Miabeloya. Jolie Emefa Akbalou. Elle est diplomate, consultante en genre et jeune femme leader Togo 2018. Sika Rovi. Elle est programme officer dans une organisation internationale et présidente de l'I Children Association. Valère Sassou Dovi. Il est le président de l'association Filles au sommet. Bienvenue de nouveau à Podium Jeunesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la promotion du leadership de la jeune fille. Je suis avec des jeunes dames qui ont des profils assez particuliers. Donc, tout à l'heure, tour à tour, elles nous parleront de leur parcours, de leurs expériences, de leurs échecs, de leurs réussites et de leurs peurs aussi. Et à la fin, nous donnerons la parole au seul coq que nous avons aujourd'hui dans la basse-cour pour qu'il nous dise qui l'a poussé à s'engager aux côtés des dames pour la promotion de leur leadership. Nous commençons avec Sika Rovi. Sika, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok, parlez-nous de vous. Je suis Sika Rovi, Light, comme j'aime bien le dire. Je travaille dans une organisation, mais à côté, je suis présidente d'une organisation qui accompagne les jeunes en situation de rue pour leur insertion socio-professionnelle. J'ai, sur le plan académique, eu un parcours purement développement local ou développement communautaire. Et ce parcours m'a permis pendant des années de travailler aux côtés des communautés, des populations vulnérables pour leur bien-être, pour leur épanouissement et surtout afin qu'elles puissent contribuer au développement de leur communauté. Et de ce fait, j'ai travaillé avec des femmes vraiment engagées et qui au quotidien travaillent pour contribuer au développement de leur communauté et elles sont des leaders pour leur communauté. Et durant votre parcours, quels sont les moments qui vous ont marqué, les moments d'incertitude, de peur, d'échec? Comment vous êtes relevé? Le premier moment dont je peux parler, c'est après le bac où il fallait faire un choix entre les métiers porteurs, comme on le dit, où les parents voudraient voir leur fille devenir médecin ou sage-femme, où les parents avaient déjà des rêves pour moi. Et il y a ce côté de Sika, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu veux apprendre à faire? Et donc, il fallait d'abord faire face aux parents, expliquer aux parents, c'est vrai, vous voulez que je sois dans le corps médical, mais j'aime être aux côtés des communautés, des populations. J'aime aider les personnes à s'épanouir. Et donc, je voudrais plutôt choisir l'option de développement au travers d'une école de formation sociale. Donc, c'était le premier challenge. Au début, c'était compliqué parce que comme tout parent africain, ils voudraient voir leur fille dans un bureau et non sillonner les villages, les localités pour accompagner d'autres personnes. Mais ça, par la grâce de Dieu, les parents ont compris. Donc, ils m'ont laissé commencer. Et la suite, c'est tout le monde voudrait voir comment est-ce que je vais m'en sortir. Parce que quand on te dit, fais ceci et que tu te décides à faire autre chose, ils s'y attendaient. Mais pendant mon parcours universitaire, je savais que
il fallait à la fin dire aux parents que j'avais fait le bon choix et donc je m'impliquais à 200%. Donc c'est ce qui m'a d'ailleurs valu mon premier emploi que j'ai commencé déjà en deuxième année universitaire. Et donc ça a encouragé les parents et pour qu'ils aient plus confiance. Et voilà, j'ai continué dans cette Est-ce que optique. vous avez bénéficié de certaines formations qui vous ont donné la capacité de vous engager dans votre association ou de la créer et de vouloir lutter pour le bien-être des communautés? Oui. La formation, je l'ai eue à partir de mon premier emploi où j'occupais un poste qui me permettait de travailler directement avec les communautés pour la mise en œuvre des projets de développement. Et donc, j'ai tout de suite compris pour tous les projets de développement, il faut prioriser. On a de besoins, il y a énormément de besoins par communauté, mais il faut les prioriser. Alors, travaillant déjà pour une organisation, je me préparais également pour le travail que je voulais faire dans mon association aux côtés des enfants de la rue qui ont énormément de besoins, mais qu'il faut prioriser si nous voulons mener des actions durables. Et donc, pendant ce temps que je travaillais dans l'autre organisation, je m'y mettais à fond parce que j'apprenais et je voulais également contribuer à l'atteinte de la vision de mon patron d'antan. Et donc, j'ai eu cette formation sur l'État, si on peut le dire. Et aussi, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu surtout les livres de John Maxwell depuis que j'ai rencontré Madame Igueola Tokumbo, qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a fait comprendre si tu veux véritablement réussir, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est un pas, mais les pas qui suivront toute ta vie sont les pas que tu feras en lisant beaucoup et en apprenant des expériences de tes aînés. Et donc, je n'ai pas eu une formation diplomate véritablement dans ça, mais c'est au quotidien, en voulant aider, que j'avais de l'expérience. L'association dont vous nous avez parlé tantôt, est-ce que c'est un rêve d'enfant que vous avez concrétisé ou vous avez profité d'une opportunité pour la créer? L'association, je l'ai créée après. Au début, je voulais juste aider, accompagner les jeunes parce que déjà à 10 ans, j'ai quitté mes parents. Et Vous les avez quittés, pardon, comment? Quitter la parce maison? que, oui, parce que papa avait des défis de santé Ok. et il fallait que je continue mes études, mais auprès d'une autre famille. Et donc, j'allais à l'école 2 fois sur 5, entre parenthèses, 2 jours dans la semaine, parce que les autres jours, j'allais au marché où je vendais et j'aidais ma grand-mère à prendre soin de mon petit frère qui avait 5 ans quand j'avais 10 ans. Donc, en allant au marché, je voyais les autres enfants qui, eux, n'ont même pas les parents. Et certains, ils ont les parents, mais c'est compliqué. Alors, déjà à 10 ans, je me disais, une fois grande, je voudrais aider ces enfants qui aujourd'hui sont comme moi. Ok. Et donc, toute petite, j'ai commencé par vision. Et quand je devrais choisir une école de formation sociale, c'était vraiment l'un des arguments. Ça, les parents ne pouvaient pas forcément comprendre parce qu'ils n'étaient pas là de mes 10 ans jusqu'à l'âge où je voulais Je avoir une comprends. organisation pour Donc, vous avez aider. fait une formation sociale? Oui, j'ai eu une licence en développement local. Et après, j'ai continué dans un autre domaine. Mais là, ce qui m'a véritablement poussé à enregistrer l'association, c'était le concours Terreau Fertile en 2020, où j'ai eu le prix de la meilleure entrepreneur au féminin. Et pour concrétiser les choses, Ce il fallait rêve? avoir une association. Sinon, tout ce que je voulais, c'est continuer par aider les jeunes sans être une association. Ok. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 jeunes, si je peux me permettre, qui, Que vous appuyez? oui, qui au quotidien, enfin, une fois dans le mois, bénéficient d'un repas chaud. Mais à côté, il y a 17 jeunes qui apprennent des métiers, différents corps de métiers, qui ont les contrats signés, qui ne sont plus dans la rue, mais qui sont maintenant dans d'autres centres. Parce que là, comme les temps tend vers la désinstitutionnalisation, je me suis dit, pourquoi avoir un centre s'il y a déjà des centres qui font du bon boulot? Donc, il y a des partenariats avec certains centres qui ont accepté recevoir ces enfants et en contrepartie, j'appuie ces centres également. Toutes mes félicitations. Merci, Toutes nos madame. félicitations. Merci. Mia Beloya. Nadia, comment vous allez? Bien, Madame Pélagie. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve. Exactement. Et je suis Mia Beloya sur Facebook. Vous êtes tendance ces temps-ci. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Mia Beloya, comme j'aime me faire appeler tout dernièrement, c'est d'abord Nadia Aoun, à l'état civil. Je suis juriste d'affaires de formation et de passion également. Petite fille, j'ai grandi avec mes parents. Je suis fille unique d'une fratrie de 4.
On va dire que j'ai eu un parcours axé beaucoup plus sur le juridique, mais également j'ai été beaucoup aux côtés des associations, il faut le dire. J'ai commencé avec Juvette Aids avec Juvette Aids, aux côtés des jeunes, on avait appuyé, j'étais ambassadrice d'un programme d'accompagnement à la scolarisation de la jeune fille. C'est un programme sur lequel j'ai déconstruit un peu mes réalités à moi, parce que chez moi, je ne voyais pas les défis auxquels étaient confrontées les jeunes filles en restant dans le cocon familial et tout ça. Mais au travers de ce programme-là, j'ai partagé les défis des jeunes vulnérables et tout. Et c'est comme ça que je me suis lancée avec eux déjà. Après, nous avons eu d'autres actions jusqu'à ce qu'on en vienne à la création de Youth for Future, une association que j'ai créée pour la cause de la jeunesse, pas principalement pour les jeunes filles, mais pour les jeunes en général, pour ensuite faire des formations dans la création d'activités génératrices de revenus. Et comme la précédente intervenante, Sika? comme Sika, nous étions avec un projet qui, au départ, partait de l'envie d'accompagner. On s'est dit qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Du coup, il faut peut-être pousser les gens qui sont dans des situations vulnérables à pouvoir se prendre en charge. C'est là que nous sommes tournés vers les activités génératrices de revenus, vers l'entrepreneuriat. Nous avons mis en place un programme qui a fait naître un projet et nous sommes allés à Terreau Fertile avec en 2019. Donc, on fait un spécial coucou à la présidente de Terreau Fertile, Madame Doncon, qui fait un travail formidable auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Et nous avons reçu le prix de leadership féminin. Et ça a été un peu, comme elle le dit, c'est un sacre. C'est comme une reconnaissance de notre engagement social. Et dans cette vision-là, j'ai trouvé des recoupements entre mes compétences professionnelles et tout ce qui était principes ou valeurs que je défendais en tant que personne. Donc aujourd'hui, Mia Beloya est dans l'accompagnement des entreprises, mais également des jeunes femmes, des jeunes filles. C'est pour moi l'occasion déjà de lancer... de lever le voile sur un projet sur lequel on réfléchit avec Elisabeth Apompa. C'est le projet d'une association ou d'une fondation qui sera beaucoup plus axée sur l'accompagnement des jeunes filles et des jeunes femmes qui subissent des violences, surtout après les décès des parents, où il y a des problèmes familiaux pour entrer en possession des pensions de retraite et tout ça. Le juridique peut apporter quelque chose et ça s'aligne sur nos visions d'accompagnement de la jeune fille et des jeunes en général. D'où est-ce que vous puisez cette énergie pour Mia Beloya? Mia Beloya, déjà, c'est un challenge qu'il fallait réussir déjà. Comme Sika, moi, mon père voulait que je sois médecin aussi, que je sois médecin. L'opportunité qui m'était offerte, c'était celle de la médecine militaire. Moi, je n'étais pas vraiment contre la médecine au départ, mais la médecine militaire, non, parce que j'aime pas les militaires vont m'excuser, mais j'aime pas trop la tenue militaire et tout ça. Je ne me voyais pas dedans. Donc, j'ai tout fait pour ne pas réussir à ce concours. Je me demande même comment j'ai fait pour passer la première étape. Vous l'avez quand même passé, ce concours? Oui, oui. J'ai essayé d'être très moyen parce que j'ai vu qu'il y avait des crashs. J'ai des amis avec qui donc je me suis dit, même si... Autant leur donner la chance. Voilà. Même si tu ne fais pas du nul, ces personnes-là, à la moindre erreur, ils peuvent être devant toi. Donc, à la première étape, j'ai travaillé moyennement et j'étais surprise d'aller à la deuxième étape. Donc, à la deuxième étape, je me suis arrangée, en tout cas, pour ne pas passer. Donc, en ce moment, ça correspond également à l'âge de l'adolescence, où on se pose des questions sur soi, quelle est ma vision, quel est mon objectif dans la vie. On voit des modèles de réussite, on a la culture d'excellence que nous avons reçue depuis la maison et déjà on perçoit que les gens s'attendent à ce qu'on réussisse dans la vie. Donc ces questions se posaient déjà et mon choix s'est posé sur le droit. Et c'était vraiment un combat avec papa. Je me rappelle encore de ce soir-là, cet après-midi avec mon père.
Et mon grand frère sur la terrasse, c'était mon avocat. Hein. Je lui fais Avocat un défenseur. coucou, un avocat défenseur. J'étais en pleurs parce que sur beaucoup de sujets, mon père et moi, nous nous rejoignons beaucoup. C'est mon confident, c'est mon ami. Mais sur ce coup-là, je ne pouvais Il pas ne lui s'y dire attendait oui. pas du tout. Voilà. Et je ne voulais pas non plus céder parce que c'était ma vie, en fait. Et de par l'éducation qu'il m'a donnée, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour les faire. Il faut les faire pour bien les faire et parce qu'on sait pourquoi on veut les faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le droit et les gens s'attendent à voir ce à quoi ça te mène. À quel âge vous avez senti vouloir être une jeune femme différente, qui se démarque, qui s'affiche, qui a une vision et qui se donne les moyens pour l'accomplir? Moi, personnellement, je me suis déjà sentie différente dès le bas âge. Et ça se reflétait dans ma manière de me comporter dès le bas âge. Je ne saurais dire exactement à partir de quel âge. Mais il y a eu des éléments marquants dans mon éducation qui m'ont poussée à dire forcément, tu dois t'accomplir, tu dois accomplir tes objectifs et tout ça. Le premier élément marquant, je dirais, c'est lorsque mon père avait été affecté, par exemple. Lorsque mon père était affecté, c'est vrai qu'il était toujours là, on s'appelait, mais ça me ramenait à me rendre compte que je suis en train de grandir et qu'à un moment donné, il faut quitter le cocon familial. À un moment donné, il faut devenir une personne affirmée qui est en mesure de pouvoir accomplir des choses dans sa vie, être une personne qui impacte d'autres personnes également. Je veux dire que c'est à partir de ce moment où je me rappelle, mon père me demandait quel est ton rêve dans la vie. J'ai dit, j'ai pas de rêve. Et c'est vrai, j'ai des objectifs et je les atteins. Quand je finis de les atteindre, forcément, je m'en fixe de nouveau. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas de limite, tout simplement. Le long de votre parcours, certainement, vous avez eu des moments de doute ou d'échec et vous vous êtes relevé. Est-ce que vous vous rappelez d'une de ces étapes dont vous pouvez nous parler ici? Oui, les moments de doute, il y en a plein, il y en a plein. Et pour les D'échecs? gens, d'échecs également, c'est l'occasion. Hein. On remercie Podium Jeunesse pour ces émissions. C'est qu'on n'a pas forcément conscience, lorsqu'on voit le trop plein de succès exposé, que l'échec est normal, que le doute même est normal, que le découragement mais que c'est notre rapport par rapport à la situation qu'il faut apprendre à travailler en fait. Les moments d'échec, premier moment, moi je suis habituée à l'excellence. Un seul moment? Non, j'en ai En 2 eu plein. secondes? Un seul moment, échec très très marquant. Je vais peut-être parler de ma 3e année de licence où j'étais en dépression, s'il faut le dire comme ça. J'avais mon papa qui était souffrant. Ma maman venait de se relever de 2 années de paralysie. Et juste quelques temps après, mon père était paralysé. Pendant un moment, j'ai nié carrément. Je vivais en niant les faits, en fait, la situation dans laquelle j'étais. Mais tout ça m'a rattrapée et ça a eu un impact sur mes résultats scolaires et tout. Et qu'est-ce qui vous a permis de vous relever pour reprendre la marche? Moi, personnellement, je dirais que c'est la relation avec Dieu. OK. Déjà, je dirais ça. Et dès toute petite, je disais que je me sentais déjà différente. Et je rends grâce à Dieu pour cette conscience-là que j'ai eue aussi de par l'éducation que j'ai reçue et tout ça, une éducation chrétienne à la base et tout ça. Mais mes parents ont toujours fait en sorte qu'on puisse prendre conscience que les choses que nous avons aujourd'hui ne sont pas des acquis. Mais la seule chose qu'on a comme acquis quand on est un être humain, c'est qu'on a Dieu pour Père. C'est la seule chose qu'on a comme acquis. Et donc, peu importe les situations difficiles qu'on traverse, c'est de se ressourcer, d'apprendre à aller se ressourcer. Donc, votre appui, Voilà. Donc, votre seul appui, c'est Dieu. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jolie, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous retrouver après tant d'années. C'est un plaisir partagé, madame. Vous-même, vous savez. C'est toujours un honneur pour moi de participer à votre émission. Je rappelle que vous faites partie des pionnières de cette émission
Vous nous avez suivis le long des années. On s'est perdu de vue entre-temps, mais on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que Jolie est devenue? Merci, madame. Je vous en prie. Permettez-moi de saluer mes chers amis. Bonsoir, chers amis, et bonsoir aux téléspectateurs. Et aujourd'hui, je suis diplomate de formation. J'ai fait l'ENA, l'École nationale d'administration, après mon mandat de jeune femme leader Togo 2018. Et voilà. Et je sais que vous occupez un poste dont vous ne voulez pas nous parler, mais parlez-nous-en parce que nous avons besoin d'encourager des jeunes filles qui nous suivent pour qu'elles sachent que c'est important que la femme cherche à se bâtir aujourd'hui avant de s'ajouter à quelqu'un ou avant de vouloir s'investir dans la vie d'autrui. Votre parcours? Alors, madame, mon parcours n'est pas nouveau. J'ai eu l'opportunité de le partager plusieurs fois ici et au cours de cette émission. Donc, ça sera une sorte de répétition. Alors, mais c'est sûr qu'il y a eu du nouveau, de petites choses quand même, oui, qui feront la différence. Effectivement. Alors, je vais rappeler un peu quelques événements qui m'ont boosté dans mon élan. Et depuis le bas âge, j'avais compris au fait que je sentais un besoin d'affirmation. Je voulais m'affirmer à la maison, mais je n'avais pas cette opportunité-là. Donc, quand j'allais à l'école, au cours primaire, et lorsqu'il y a les matchs de football, qu'est-ce que je faisais? Je m'intéressais beaucoup aux joueurs, aux camarades et tout ça. Donc, vu mon dynamisme et mon engagement, l'enseignant d'EPS à l'époque disait « Ah, mais si c'est comme ça, Jolie, désormais, je te nomme la responsable des supporters. » J'ai dit « Waouh, quelle chance !» Et voilà, et c'est en ça que je dis mon parcours est un peu particulier. Donc, je me chargeais d'organiser les supporters, les autres camarades et tout. Donc, je faisais de telle sorte que la direction puisse prendre toutes les dispositions possibles afin que les matchs se déroulent dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, après cela, arrivé au collège, je continuais au collège en classe de 4e. Les camarades se moquaient de moi, que tu ne sais pas jouer. Et tout, je dis, ah, mais si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans le domaine sportif pour m'affirmer? J'ai opté pour l'arbitrage du football. Aujourd'hui, je suis arbitre fédéral de football depuis 2015, fédéral 2015. Félicitations. Ah, c'est pas rien. Merci, madame. Alors, je continuais. Et en classe vers la fin de l'année scolaire de 4e, et un jour, mon père, il me remarquait. Un jour, papa m'a appelé de venir. Je suis allée, il m'a dit, tiens, assois-toi. C'était lors du journal de 20h. Et un soir, donc, il dit de suivre le journal et à la fin, il va me poser des questions. J'ai suivi jusqu'à la fin. Papa me dit, mais qu'est-ce que tu as retenu? Il dit, hé, papa, la façon dont la dame, là, la journaliste parlait, là, elle choquait bien. Hein? Donc, moi, je n'ai rien compris, je n'ai rien noté. Papa dit, ok, d'accord, de partir. Une autre fois, papa m'a posé la même question. Je dis, papa, la dame, elle est trop belle. Donc, c'est sa beauté seulement, moi, j'admirais. Papa a dit, ok. Une autre fois, je faisais l'effort, en fait, de comprendre les mots. Après, papa m'avait offert un dictionnaire, donc je cherchais les mots pour comprendre. Et papa m'a dit, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard dans la vie? J'ai dit, papa, moi aussi, je veux être comme la journaliste là qu'on voit tous les soirs à la TVT. Je veux être comme elle. Je veux que les gens me voient sur les écrans et tout. C'est tout ce que moi, je veux. Papa a dit, ok. Donc, si c'est ça, il y a 3 cas. Alors, premièrement, tu ne vas pas avoir un petit ami. Parce que si tu as un petit ami, soit tu vas tomber enceinte et tu ne pourras plus continuer les études et devenir comme la journaliste là. J'ai dit, hey, papa, ah bon? Il dit, oui. Secondo, il a dit, soit si tu as un petit ami, tu vas avoir peut-être contracté le VIH, SIDA, et c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Tu dis, oh papa, donc si c'est ça, je ne veux pas. Alors, je vais encore attendre. Et papa dit, ok, maintenant tout ce que tu peux faire, c'est d'être excellente à l'école. J'ai dit, ok. Alors qu'il y a mes camarades à l'école depuis la classe de 6e qui avaient tout un petit ami, un petit copain à l'époque. Et jusqu'en 4 ans, je me dis, mais pourquoi, quelle malchance moi j'ai que les garçons ne me draguaient pas, ne me courtisaient pas. Mais Dieu, c'est quoi cette histoire? Je suis allée demander aux garçons à l'école, à l'époque à Kbalimi. Les garçons disaient, hey, Jolie, toi tu es très bien dans les matières scientifiques, dans les maths et tout ça, donc on ne peut pas te draguer. Je dis, quoi? Donc ça, et être excellent à l'école constituait un obstacle pour moi. Ok, je continue. Il y a un autre qui me dit, mais voilà, toi et ton père a un peu de moyens, donc c'est toi qui nous gérais et tu penses qu'on va te draguer. Non, non, non. Je dis, ok. Mais à un moment donné, j'avais interrogé les filles.
Elle me disait c'est parce qu'elle avait des problèmes financiers et elles ne sont pas à l'abri des besoins. Donc, elles avaient besoin d'avoir un ou plusieurs copains, partenaires sexuels, afin d'avoir les moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je dis, oh, donc si c'est comme ça, là, j'ai encore une chance, une grâce. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais assenti les matchs de football. Donc, c'était devenu comme une activité génératrice de revenus pour moi. Donc, j'officiais les matchs de football tous les week-ends, parfois les mercredis. Je séchais les cours pour aller faire les matchs parce que j'avais besoin d'argent. Je voulais aussi m'offrir de belles chaussures comme mes camarades à l'époque, mais je n'avais pas forcément les moyens. Papa me donnait un peu, je prenais un peu pour maman aussi en cachette. Donc, j'ai ajouté et voilà. Au lycée, je m'étais engagée dans les activités de PSI, lutte contre le VIH-Sida. Donc, chaque fin du mois, on avait une bourse, une allocation et tout ça m'aidait. Je continuais aussi les matchs d'arbitrage jusqu'à l'université. Donc, en première année à l'université, je faisais le droit. Le droit m'a donné, je ne me retrouvais pas. Je dis, mais pourquoi le droit? Est-ce que le droit est fait pour moi-même? Parce qu'au départ, je voulais être médecin. Mais après le BPC, mon père m'a dit non, que je devais faire la série A4, série littéraire, que tous ces enfants font la série C à la maison. Et moi donc, je dis, mais papa, je veux faire au moins la D. Il dit non. Ok, d'accord, que si moi je veux forcément faire la série A4, et il va même pas m'offrir un dictionnaire. J'aurais rien, même pas de documentation. Je pleurais, je suis allée changer la série, je faisais la A4. Aujourd'hui, je suis très fière de mon parcours. Donc, après cela, au cours de certaines activités associatives, donc, il y a eu des gens qui ont parlé toujours dans le sport, hein, d'une école, Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Et j'avais passé le concours, heureusement pour moi, j'avais réussi. Donc, j'avais fait le département de jeunesse. Donc, aujourd'hui, j'ai une licence en jeunesse en tant que conseillère de jeunesse, agent de développement communautaire. Donc, j'avais choisi une autre option, la récréologie, la science des loisirs. Donc, après cela, je continuais mes activités dans les associations. J'intervenais. J'étais sur un projet du gouvernement britannique, piloté par le YMCA au Togo. Donc, j'intervenais dans les établissements scolaires, dans les centres d'apprentissage. J'intervenais au niveau des CDD, CDQ, également dans les prisons civiles et brigades pour mineurs. Donc, je faisais des activités là-bas. Mais pour couronner tous ces efforts, Madame Pélagie, vous le savez, j'avais eu le prix de Jeune Femme Leader Togo 2018. Donc, j'avais fait 1 an de mandat et j'avais sillonné tous les coins et recoins du Togo. J'avais fait pratiquement les 36 préfectures à l'époque. Je faisais des activités dans les établissements scolaires, précisément, particulièrement. Et j'avais touché, au cours de 12 mois de mandat, tenez-vous bien, j'avais touché près de 10 000 personnes. Jeunes, enfants, jeunes, adultes, comme personnes de 3e âge, les vieillards, à travers mes activités. Donc, c'était un record pour moi. Je me dis, mais si tel est le cas, pourquoi ne pas me fixer d'autres objectifs à atteindre? Donc, et voilà, je continuais sur le plan international. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau poste et dans la sous-région, dont Mme Pélagie faisait allusion tantôt. Je suis la coordinatrice régionale jeunesse du Forum international des femmes de l'espace francophone, Afrique de l'Ouest. Donc, je coordonne les actions de l'organisation dans tous les pays de la CEDEAO, puisque les pays anglophones ont adhéré également au mouvement. Donc, voilà. C'est l'opportunité que vous avez eue à être jeune femme leader qui vous a poussé à vous faire former en diplomatie, ou c'était un projet que vous aviez depuis? Alors, j'intervenais en matière de leadership féminin. Je faisais des formations, je donnais des formations aux gens en matière d'égalité du genre. Donc, j'avais été formée aussi en tant qu'académicienne politique de l'Union européenne au Togo. Maintenant, au-delà de tout ça, je me disais, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre sur le plan international? Je veux avoir cette opportunité de prendre des décisions. Je ne veux quand même pas faire que subir les décisions. Non, je veux faire partie des instances de prise de décision. Je veux aussi influencer sur les décisions qui sont souvent prises. Alors, pour ce faire, j'avais opté pour la diplomatie. Je voulais premièrement faire gouvernance et intégration
et régional, voilà, au niveau de l'Afrique. Et j'avais raté la bourse de l'Union africaine. Et elle dit, mais bon, toutefois, je continue en diplomatie. Donc, j'ai fait la diplomatie à l'ENA. Merci beaucoup, Jolie. C'est vrai, vous venez de nous parler d'un beau parcours, mais je crois que vous avez eu des moments d'échec aussi, ou de doutes, ou des difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez su relever d'un moyen ou d'un autre. Alors, étant donné que mon parcours n'avait pas suivi une logique, j'étais partie du domaine sportif pour être aujourd'hui diplomate et agente de développement communautaire et tout. Alors, dans le monde sportif, c'est pas nouveau pour qui que ce soit, tout le monde le sait, il y a un problème qui se pose, le problème de harcèlement sexuel. Et alors, moi, j'ai fait une communauté, une localité, j'ai fait Kbalimé jusqu'à après le bac, avant d'arriver à Lomé. Et à Kbalimé, quand tu as un peu d'influence, tout le monde te connaît automatiquement. J'étais élève collège après lycée et j'avais des responsabilités au niveau de l'arbitrage, au niveau du sport. Donc, toutes les autorités locales me connaissaient. J'avais beaucoup d'influence. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'étais mineure à l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous blaguaient avec un peu de billets, un peu d'argent et autres. Souvent, les week-ends aussi, quand il y a des événements, des séminaires et tout, quand ils venaient à Kbalimé, ils prenaient nos numéros, on t'appelle, on t'invite quelque part et voilà. Donc, j'avais réussi à surmonter tout cela. Et parce que quand j'étais au collège, mon papa disait que, si le monsieur en direct, je lui présente des excuses. Alors, il disait, les filles de notre grande famille, les filles ne franchissent pas le cap du collège, du BPC. Elles finissent généralement au foyer des hommes, sous le toit des hommes, avec un ventre comme ça, elles commencent pas à faire des enfants, et puis c'est fini. Je dis, mais donc mon père doute de moi. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour lui prouver le contraire? Donc, je me défiais, en fait. Je me disais, ok, donc je vais être d'abord excellente à l'école. Mais là-bas aussi, il y avait un obstacle. J'ai un grand frère qui a eu la chance d'être toujours premier de la classe jusqu'à aujourd'hui. Donc, et papa était beaucoup plus focalisé sur lui. Papa disait, mais pourquoi investir dans mon éducation? Donc, on est deux. Papa va dire, bon, nous sommes 6, mais nous deux, la rivalité s'observait beaucoup plus entre nous deux. Moi, je viens humblement, je demandais à papa, j'aimerais que tu me donnes un peu de sous pour aller faire les cours de répétition. Papa me dit, non, quitte là-bas, il y a ton grand frère qui m'a demandé. Je ne vous coupe pas la parole, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a permis de ne pas tomber dans les filets de ces hommes qui venaient draguer les filles, les adolescentes? D'accord, et j'en viens, madame. Alors, donc, quand c'est comme ça, je dis, mais il y a mon grand frère qui constituait entre griffes une rivalité positive pour moi. Donc, je dois montrer à papa que je peux faire plus que lui, mieux que mon grand frère. Donc, je voulais montrer à papa, prouver à papa qu'il a tort, en pensant que moi aussi, je ne franchirais peut-être pas le cap du BPC du collège. Donc, toutefois, quand ces hommes nous blaguaient, nous taquinaient avec ces quelques billets violets, verts et tout ça, je disais, mais mon père en a, quoi. Papa faisait des matchs et projetait des matchs de football à la maison. Tout le monde venait sur. Donc, je m'érigeais en gardienne. Je suis devant le portail, je prenais les sous et tout ça. Et à la fin, je prenais ma part, je mettais dans la poche. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, j'allais chez papa. Je dis, mais papa, tiens, aujourd'hui, les gens m'ont encore triché. C'est parce que je suis une fille. Mais on peut dire parce que je suis petite. Papa dit, laisse tomber. On peut dire que vous avez une grâce, vous avez un papa qui vous a vraiment suivi, qui était vraiment présent le long de votre parcours et qui vous a guidé et qui a su vous donner, de par ses capacités, les moyens de savoir que le peu que vous avez, vous pouvez vous en contenter et vous battre pour avoir le plus que vous désirez. Voilà. Merci beaucoup. Il y a autre chose aussi, madame. En 2 secondes, parce que notre ami nous parlera de ce qui l'a poussé à s'engager à vos côtés. Ça, je l'ai toujours dit. Et suivre les émissions de Podium Jeunesse tous les samedis à la TVT et m'avait beaucoup aidé. Parce qu'à chaque fois, Madame Pélagie, je la voyais très bien habillée et tout. Elle s'exprimait très bien. Bon, elle continue toujours à ne pas s'exprimer très bien. Donc, je me disais, mais pourquoi ne pas tout faire pour avoir le bac, arriver à Lomé et devenir amie à cette dame-là? Et je l'ai fait. Je me suis débrouillée malgré les obstacles pour avoir mon bac et arriver à Lomé. Je suis devenue amie. J'avais une télé moi-même et je suivais l'émission et tout ça.
Donc, et aujourd'hui, bon, depuis plusieurs années déjà, je Enfin, participe on est ensemble, finalement voilà. à l'émission. Merci beaucoup. Madame Pélagie. Je crois que vos différents parcours ont impacté des filles qui se posent encore des questions sur leur capacité de donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur famille, dans leur communauté et pour le pays. Monsieur Valère, Oui, madame. c'est vrai que les hommes qui s'engagent pour la promotion des femmes ne courent pas tellement les rues. Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière votre engagement? Oui, bien sûr, parce qu'il faut déjà dire que moi-même, je suis étonné, autant pour moi, aujourd'hui, De vous voir engagé aux côtés des femmes? je suis étonné parce que mon enfance et mon adolescence ne le prédestinaient pas. Ok. En fait, quand j'étais enfant, au cours primaire, je détestais un peu les filles. Je me rappelle bien que je me battais même avec les filles. Elles vous Je ont ne- fait quoi? Bon, je n'aimais pas trop la compagnie des filles. Je ne Parce savais que pas. c'est des êtres faibles? Non, je n'ai pas pensé à ça, mais je ne savais pas trop la raison qui me poussait. Mais Ok. je n'aimais pas trop rester avec les filles. Donc, je me rappelle plusieurs fois, je me suis battu avec des filles violemment. Et si vous m'appelez même, quand j'étais enfant, chérie Valère, Vous avez des tu problèmes. tu dois recevoir un caillou. Et j'étais aussi très adroit. J'étais tellement adroit. Et quand je grandissais, je devenais adolescent, j'avais maintenant peur des filles. Je me rappelle que quand on était au collège, les amis même le savaient. Hein. Quand ils voyaient des filles venir, ils disaient, Valère, je vais t'appeler cette fille-là. Je dis, pardon. Des fois, je courais. Et ce qui m'a marqué, le déclic, c'est que quoi? J'ai perdu mon papa très tôt, Ok. à l'âge de 12 ans. Et ça a été un fait très marquant pour moi. Et j'ai vu comment ma maman s'est déchaînée à travailler pour que nous ayons tout. Ce n'était pas facile parce que nous étions 5 enfants pour une maman. Imaginez un peu comment cette maman s'est battue pour nous. Donc cet amour-là m'a tellement touché. Et quand je vois ma maman et je vois les autres filles, je trouve en fait, j'ai transféré l'amour-là sur les filles que je voyais Ok. à présent. Donc je me suis dit, depuis ce temps, j'ai toujours un amour assez intense pour les filles. Vous vous rendez compte, depuis très longtemps, je ne savais pas, mais je sortais, quand j'avais eu mon bac, j'avais une journée dans la semaine où je sortais pour aller conseiller les filles. Je sentais vraiment ce besoin-là, d'aller motiver une C'est fille. comme un sacerdoce. Je vous assure, je ne comprenais pas. Mais c'était comme une folie, une passion effrénée qui me poussait toujours. Je le fais, même jusqu'à présent, je le fais. Hein. Une journée, au moins dans la semaine. Et où je aujourd'hui, sors. vous avez une association Aujourd'hui, qui oui. vous permet de... Exactement. Au-delà même de travailler dans cette association, j'ai toujours continué aujourd'hui. Mais je continue aujourd'hui. Quelle est l'activité principale de votre association Filles au sommet? OK. En fait, Filles au sommet, pour pouvoir toucher en fait l'activité, le concept, c'est quoi? Notre vision, c'est de susciter une nouvelle génération de femmes compétentes, autonomes et modèles. Parce que je me suis dit que je m'inspire un peu de l'histoire de ma maman. Si ma maman était une femme qui ne faisait rien, qui était paresseuse, j'imagine un peu comment je serais Elle aujourd'hui. n'allait pas vous inspirer. Exactement. Donc, je me dis que si ma maman, malgré la perte de mon papa, elle s'est battue, elle a donné tout ce qu'il faut pour qu'on soit aujourd'hui. C'est vrai que le chemin reste encore long, mais nous rendons grâce pour Mais elle en a le fait parcours beaucoup. vraiment qu'elle nous a permis à ce qu'on fasse aujourd'hui. Donc, c'est ça un peu l'idée qui m'a poussé à créer cette association. Sinon, elle fait partie de ceux qui ont créé cette association pour pouvoir permettre aux jeunes filles de ne pas rester derrière. Parce que je me dis toujours que la place de s'affirmer. Les hommes ont des bénéfices historiques. Vous savez quoi? Si on vous donne tous les jours, vous êtes deux, on vous donne 100 francs et 50 francs à l'autre, et vous êtes habitué, même si vous savez que vous devez prendre l'argent de façon équitable, les bénéfices que vous avez durant toute l'histoire vous confortent à toujours garder, même si vous savez que ce n'est pas bien. Pour ainsi dire que quoi? Beaucoup d'hommes savent qu'aujourd'hui, il y a des bénéfices, bien ils ont des avantages qui permettent à eux aujourd'hui, ou bien qui ont permis aux filles d'être reléguées au second plan. Donc, ils ont des avantages et ils ne vont pas forcément laisser la place aux hommes. Il faut que les filles elles-mêmes s'affirment, Se battent. se battent. C'est pourquoi, chez nous, à Filles au sommet, nous misons l'accent
sinon mettons l'accent sur la découverte de sa vision. Vous savez, quand vous vous découvrez, quand j'ai suivi les grandes dames parler de leur histoire, que je félicite, que j'ai trouvé tellement inspirante, vous allez voir que la lumière est venue lorsqu'elles ont découvert exactement leur force et leur vision. Et ce qu'elles voulaient faire. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, elles vont réussir forcément parce qu'elles savent, elles ont une direction assez claire de leur vision. Elles savent aujourd'hui leur capacité, ce qu'elles sont capables de faire. Donc, le concept Filles au sommet, c'est d'amener chaque fille à se découvrir d'abord, à prendre connaître confiance. Son potentiel. C'est très important. Se découvrir, connaître ses potentiels, savoir où on va, c'est très important, et se battre pour l'atteinte de ces objectifs. Merci beaucoup. Très Tout important. à l'heure, nous allons suivre un reportage, même si nous allons vers la fin de l'émission. Et dans ce reportage, vous allez découvrir une jeune dame. Elle est malienne de père et togolaise de mère. Donc, elle est togolaise. Elle s'appelle Zainabou Diarra. Elle est la lauréate du concours d'art oratoire au féminin, édition 2022. Elle vient de soutenir son master en tant qu'architecte urbaniste aménagiste, ce qui fait d'elle la première femme architecte du Mali, selon ses propres propos. Donc, dans l'élément qui vient, elle nous parle de l'importance justement de la promotion du leadership de la jeune fille. Ça serait avec Gloria Nyavechi. L'importance du rôle de la femme dans le développement social, économique et politique est de plus en plus mise en exergue. Pour assurer la relève, on doit promouvoir le leadership de la jeune fille. Pour moi, parler du leadership de la jeune fille sous-entend amener la jeune fille à être proactive, à s'assumer et à s'imposer à travers son savoir-être, son savoir-faire et surtout son savoir-faire faire. Parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas leader qui veut, mais qui peut. La promotion du leadership de la jeune fille réside dans le développement inclusif et durable des nations. Parce que la jeune fille est non seulement protectrice, elle est également actrice du développement. Elle est au cœur même du changement. Nos sociétés ne sont pas bâties sur le sol, mais sur la femme. Parce qu'elle est actrice et motrice du développement de la nation. Généralement, la plupart des jeunes filles ne s'intéressent pas aux opportunités qui s'offrent à elles. Selon moi, la jeune fille n'est pas prête à saisir les opportunités parce qu'elle n'est pas préparée à cela en amont. Il faut dire qu'il y a souvent la société qui nous a mis dans la tête ce sentiment d'infériorité. Il y a également une absence d'audace. Il faut toujours se préparer intellectuellement, physiquement et moralement afin de bondir sur l'opportunité qui se pointe à l'horizon. Notre pays a besoin d'une nouvelle génération de jeunes filles épanouies et engagées dans une vie plus productive et citoyenne. Pour qu'elles y arrivent, elles ont besoin de bénéficier d'encouragement, d'enseignement et de transmission de compétences. Vous avez suivi Zainabou? Pouvoir saisir, quand elles seront sur leur parcours, toutes les opportunités qui leur seront offertes, sinon ça sera compliqué. Merci Jolie. Alors, il y a une chose que moi je dis généralement aux jeunes filles, c'est d'avoir une vision claire. En fonction de leur vision, de se fixer des objectifs très ambitieux et se mettre et identifier les stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, s'entourer de bonnes personnes. Et je suis sûre qu'avec une bonne confiance en soi, un bon travail de renforcement de capacité, on peut réaliser notre vision. Nadia. J'ai retenu sa présentation où elle a dit que la jeune fille ou la jeune femme est actrice et motrice du développement de la communauté. Et je crois que c'est un point très important. Au-delà de la prise de conscience auprès des institutions qui œuvrent pour cela, c'est important que la jeune fille elle-même prenne conscience de ce rôle-là qu'elle a joué dans la communauté. Voilà. Donc, ce que moi j'ai gardé de très important, c'est qu'il faut préparer les filles en amont parce qu'aujourd'hui, sinon, on voit les filles déjà le bas âge, on les prépare des bonnes mères,
des bonnes épouses. Il faut que cela soit révolu et qu'on puisse montrer à la jeune fille qu'elle a tellement de choses que sa beauté physique. C'est très important. Donc, on peut préparer les filles à être de futurs leaders. Bien sûr, il faut Et cultiver c'est ce l'esprit qui des... manque. Bien sûr, parce que quand on parle allez-y. de l'éducation, déjà, on parle de la socialisation précoce, où les acteurs phares sont des parents et les acteurs de l'éducation aussi qui entrent en jeu. Déjà, les rôles sociaux, déjà, dans l'enfance, il faut déjà préparer les jeunes filles à prendre confiance en elles. Si vous montrez déjà à votre enfant, si vous avez une fille, un garçon, vous montrez déjà au garçon qu'il est plus important, bien il va plus réussir dans la vie que la fille. Déjà, vous communiquez un mauvais message à cette fille-là et cette fille-là va grandir avec cette méfiance-là, avec cette incapacité-là et qui, avec le temps, ça va vraiment jouer contre elle. C'est vrai que des fois, quand on analyse les attitudes des jeunes femmes face aux opportunités qu'on leur offre, je crois que le problème s'est passé à la base. Quand on présente toujours le leadership comme un titre, comme un pouvoir, au lieu de le regarder comme un moyen pour impacter, pour provoquer des changements, les filles se relégueront elles-mêmes toujours au dernier plan, au second plan. Oui, Sika? Oui, c'est justement dans ce sens que je pense qu'il faut quelquefois qu'on ramène le sujet un peu plus, pas plus bas, mais peu plus acceptable, oui, pour tout le monde. Parce que là, tout le temps qu'on parle du leadership féminin, tout le monde pense, oh, elle est docteur, elle est médecin, elle a tel niveau, c'est partout. Et pour avoir travaillé dans les communautés, je vous dis qu'on a des femmes leaders, Non des lettrées, mamans mais leaders, leaders. non lettrées, mais de très bons leaders, je vous prie, mais qui font du bon boulot. Et même dans certaines communautés, quand elles disent non, le chef ne peut pas parler. Donc, il faut qu'on comprenne aussi que ce n'est pas qu'académique, c'est depuis le bas âge, c'est dans chaque domaine. C'est pour ça que je rejoins Valère qui dit il faut que la jeune fille sache dans quel domaine elle peut exceller. C'est qu'est-ce que tu veux faire et non qu'est-ce que la société t'impose. Donc, il faudrait que les jeunes filles qui sont des apprentis coiffeuses ou tresseuses ou couturières sachent qu'elles peuvent être leaders dans leur Exactement, communauté. Madame Pélagie, parce que le leadership ne s'assume pas, hein, ne s'affirme pas seulement et sur le plan académique, intellectuel, non. Même dans un centre d'apprentissage, il y a les filles qui prennent des responsabilités, les filles qui jouent beaucoup de rôles importants, les filles qui sont les déléguées, par exemple, les représentantes, les porte-paroles. Voilà, donc nous devons cultiver cet esprit-là. Mais souvent, quand on parle de l'éducation de la jeune fille, on ne pense qu'aux études, on ne pense qu'à l'école, alors que l'éducation à la maison aussi fait partie des prérequis ou des conditions pour être leader. Exactement, Madame Pélagie. Moi, je dirais que ça fait partie de l'une des causes sur le type d'individus que nous avons dans la société aujourd'hui. Il y a beaucoup eu trop de regards poussés vers le quotient, le développement du potentiel intellectuel des gens, beaucoup trop de rapports faits par rapport aux professions, alors qu'il y a d'autres potentiels. Il y a le potentiel émotionnel, il y a le potentiel social, il y a le potentiel face aux adversités, la résilience de l'individu qui a à développer. Autant il faut aussi dire que le leadership, c'est pas un pouvoir, c'est un art de vivre, c'est une manière de vivre qui nous permet de développer notre propre potentiel. Le leadership, c'est d'abord par rapport à soi avant d'avoir de l'impact sur les autres. Donc, je voudrais vous remercier. C'est vrai que je suis restée sur ma soif, moi. Et certainement que d'autres aussi sont restés sur le soif, mais nous leur dirons que ce n'est qu'une partie remise. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et pour avoir ouvert vos cœurs et partagé avec nous votre parcours, les moments de doute, d'échec, comment vous êtes relevés, pour que les filles qui nous ont suivis sachent que vous n'êtes pas des extraterrestres, mais que vous êtes des êtres humains qui ont appris et qui veulent apprendre pour exceller. Chers amis de Podium Jeunesse, vous l'avez compris, nos communautés, je l'ai dit, notre pays a besoin d'une nouvelle génération de jeunes filles épanouies, réfléchies et engagées dans une vie plus productive et citoyenne. Et pour qu'elles arrivent à exprimer leurs idées et à se faire entendre, on doit leur donner le pouvoir d'initier le changement. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.
Sacha, DJ Azizok, Malik Tolou, tu m'appelles, je décroche pas. 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 Kidby, on the beat. Le papa Ignace Bachassi, DJ Fouk, DJ Orlando. Tu m'as pas fait transfert mon frère, faut pas me déranger. T'as pas chargé ma batterie, faut pas me mélanger. Je mets la chose de mon frère, tu peux pas m'appeler. La chose de toi c'est trop doux, on veut plus ramener. Appelle du maisonnier mon frère, ça donne AVC. Mon petit faut te calmer, appelle pour saluer là ça paye pas. Ma chérie faut te calmer, à là y'a pas là dedans. Mon petit faut te calmer, appelle pour saluer là ça paye pas. Ma chérie faut te calmer, à là y'a pas là dedans. Je connais pas mes amis, je connais seulement que mes ennemis. Si t'agresses pas,